Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Forum des chefs d'entreprise Espagne-Sénégal, un cadre d'échange et de partenariat entre investisseurs des deux pays. 60 hommes d'affaires espagnols y prennent part. Une large fenêtre sur la ville de Rufisque, la présentation de la vieille cité, le foncier, l'assainissement et le sport sont au menu ce soir. Et puis notre reportage du jour porte sur les marchands ambulants de tissus, ces vendeurs qu'on aperçoit à chaque coin de rue. On en saura un peu plus sur ce business dans cette édition. D'abord, la feuille d'audience du chef de l'État. Cet après-midi, le président de la République a reçu le ministre espagnol de l'Industrie, de l'Énergie et du Tourisme. Pour José Marios Soria, il y a beaucoup d'opportunités de partenariat entre le Sénégal et l'Espagne, notamment dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et des transports. Un partenariat qui peut être élargi au secteur privé des deux pays. Le ministre espagnol a aussi apprécié positivement le plan Sénégal émergent, nouvelle vision du développement du président Macky Sall. Le voici à sa sortie d'audience au micro de Aboubakry Kane. J'ai l'honneur de lui retrouver après d'être avec lui dans une réunion à Davos, en Suisse, il y a un mois, où nous sommes fait une réunion sur la stratégie mondiale sur l'énergie. Et aujourd'hui, nous avons eu une réunion, c'était audience à l'occasion de la réunion qui a été lieu ici en Sénégal entre des entreprises espagnoles et des entreprises du Sénégal. Il y a beaucoup d'opportunités pour les entreprises de l'Espagne ici au Sénégal. Il y a des opportunités dans des domaines de l'infrastructure, de l'énergie, de l'eau, de l'équipement, des transports maritimes et aériens. Et nous avons parlé des plans du Sénégal émergents face à l'année 2018 et des opportunités que pour les entreprises espagnoles il y a ici. Le Sénégal a des objectifs très clairs et le Sénégal a un plan. Et le Sénégal a aussi le financement que c'est nécessaire pour ce plan. Alors je crois que c'est une bonne opportunité pour la collaboration bilatérale. Il y a plusieurs domaines. Un des domaines plus importants, c'est le domaine de l'énergie, où il y a beaucoup d'objectifs très importants ici au Sénégal pour augmenter la capacité de génération de 500 MW jusqu'à 1000 MW, selon m'a dit le président de la République. Et dans ce domaine, il y a plusieurs entreprises espagnoles qui ont beaucoup d'intérêt. Voilà le plan Sénégal émergent qui attire donc 60 hommes d'affaires espagnols ont participé au forum des chefs d'entreprise Espagne-Sénégal, organisé par le groupe Attijari Wafa Bank. Ce forum se veut un cadre d'échange et de partenariat entre investisseurs sénégalais et espagnols, différents secteurs, infrastructures, industrie, énergie, tourisme et agriculture étaient au centre des priorités. Compte rendu Philomène Constance Diagne. Une forte délégation de 60 hommes d'affaires espagnols a pris part au forum des chefs d'entreprise du Royaume d'Espagne et du Sénégal. Tous sont intéressés par le plan Sénégal émergent et voudraient s'imprégner de ces opportunités. Le plan Sénégal émergent avec des objectifs très clairs, avec des instruments de financement, et c'est pour cela que c'est un cadre clair et c'est un cadre attractif pour l'investissement étranger, particulièrement pour l'investissement de les entreprises espagnoles. Les entreprises espagnoles n'ont pas seulement l'intérêt de venir à Sénégal à faire des exports, mais il y a un intérêt de faire des investissements et surtout il y a un intérêt d'être ici et d'avoir une stabilité dans les investissements des entreprises espagnoles ici au Sénégal. Un paquet de projets qui s'ouvre aux investisseurs espagnols, mais qui ne profitent pas moins au patronat sénégalais. Les Sénégalais sont prêts à engager le bataille plus que jamais du développement. Donc, je voudrais simplement dire au passage nos remerciements à la banque Attijari Bank qui s'est impliquée
pour la venue de ce groupe d'Espagnols, d'investisseurs. L'énergie, l'industrie, les infrastructures et autres secteurs d'investissement à hauteur de 200 000 $ ont été identifiés. Porteur de croissance économique, le partenariat entre les investisseurs des deux pays pourrait contribuer au développement du Sénégal. Vous savez, moi je viens de l'Espagne d'ailleurs, de Barcelone il y a 5 jours. Et donc j'ai pu rencontrer Axom, qui est une structure, une société privée et qui sont investis dans le chemin de fer. Et donc nous avons l'intention de travailler avec eux. Rien n'a été signé actuellement, mais ils seront au Sénégal d'ici peu, vraiment pour revoir le tracé du chemin de fer et voir ce qu'ils peuvent faire pour le Sénégal en matière de partenariat public et privé. Pour le moment, l'espoir d'un accompagnement de l'Espagne dans la réalisation du plan Sénégal émergent est permis après les exposés détaillés présentés au cours du forum. Formation sur les prix du transport, c'est le thème d'une rencontre organisée par la Direction générale des impôts et domaines, le Centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales et l'Organisation et de coopération et de développement économique, un séminaire de 3 jours à Dakar pour une meilleure organisation fiscale. Salienko Sissoko. Créé en 1982 à Yaoundé, le CREDAF veut promouvoir le partage d'expériences entre responsables des administrations fiscales de ses pays membres. À l'honneur pour ce conclave de Dakar, l'harmonisation des prix du transfert. C'est une pratique qui consiste par des multinationales qui ont des établissements, des filiales dans certains pays, de transférer les bénéfices vers des pays à fiscalité privilégiée et de priver ainsi les pays où l'activité est réellement exercée des recettes fiscales qu'elles pourraient légitimement attendre. La directrice générale des impôts et domaines du Sénégal a salué l'initiative. Pour elle, la détermination des prix du transfert est importante aussi bien pour les contribuables que pour les administrations fiscales. Pour cela, les pays sont amenés à prendre un certain nombre de dispositions dans leur législation qui permettent d'éviter ces pratiques. Et la formation que nous allons mener ici avec l'OCDE et la DGID vise à permettre à nos pays soit à mieux contrôler ces entreprises et à avoir des éléments et des arguments à opposer aux entreprises qui ont ces pratiques. Dans un contexte de mondialisation des économies, cette rencontre sur les prix du transfert devrait permettre de mieux préserver les recettes fiscales des États membres du CREDAF. Parlons de la remise de chèques aux ex-agents sénégalais de la défunte compagnie Air Afrique. C'est dans le cadre du processus d'indemnisation des ex-travailleurs de la compagnie aérienne. Au total, 748 millions de francs CFA ont été distribués aux 212 anciens travailleurs de la boîte Salousek. La remise de chèques entre dans le cadre du fonds social mis en place par l'État. Le but est d'accompagner les ex-travailleurs sénégalais de la défunte compagnie Air Afrique en situation de précarité. Pour ces anciens agents, c'est une bouffée d'oxygène. Sur un effectif de 826 Sénégalais, 565 ont jusque-là été indemnisés. Aujourd'hui, 212 agents recevront des amendes de 2 millions à 8 millions de francs CFA pour un montant total de 747 580 568 francs. Il faut aussi signaler que ce paiement a été élargi au personnel extérieur sénégalais d'Air Afrique et principalement ceux qui étaient basés à Abidjan. Des efforts ont été faits. Maintenant, on va attendre que les fonds du fonds social se reconstituent d'ici la fin de l'année. Et avec le montage financier prévu avec les sociétés en ligne pour liquider définitivement les travailleurs qui n'ont pas encore reçu leur solde de tout compte. Le processus d'indemnisation des ex-travailleurs sénégalais de la défunte compagnie Air Afrique a démarré depuis 2005. Ainsi, plus de 2 milliards ont été mobilisés. De 2006 à 2010, des avances ont été consenties à l'ensemble des ex-travailleurs et s'élèvent à 679 375 547 francs. En 2013, l'indemnisation de 371 agents pour un montant de 1 470 566 895 francs.
En collaboration avec ses partenaires, le gouvernement s'engage à régler définitivement la question de l'indemnisation des ex-travailleurs sénégalais d'Afrique d'ici 2015. Le ministre de l'élevage et des productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye, a présidé à Kaolack l'atelier zonal de partage sur l'avant-projet du code pastoral et le plan de lutte contre le vol de bétail, occasion mise à profit pour échanger avec les acteurs du secteur sur le projet. Ces derniers sont des 3 régions centres, Kaolack, Fatick et Kaffrine. Claire Diop. Entamé depuis bientôt 2 ans, aujourd'hui, le projet d'élaboration du code pastoral est en phase de finalisation. Dans le document, des mesures idoines pour renforcer les atouts de ce secteur, aussi de réduire les principales contraintes de grands chantiers pour redynamiser l'élevage. Ici à Kaolack, acteurs de la zone centre et autorités se sont réunis pour échanger et approfondir la réflexion. Le but, permettre à tout un chacun de mieux jouer son rôle dans le processus d'émergence. Nous avons pu vraiment discuter à bâton rompu, discuter sans tabou, et je crois qu'aujourd'hui, si nous devons reprendre vraiment tous ces programmes, nous le ferons du bon pied et nous espérons que ça va donner de bons résultats. Le Sénégal vient également d'avoir son plan Sénégal émergent qui a été accepté par les partenaires au développement. Aujourd'hui que nous avons le financement pour le plan Sénégal émergent, il faut réarmer moralement le personnel, mais également les acteurs du secteur. Par ce geste, la volonté politique de l'État est affichée, un signal fort pour montrer sa détermination à intensifier et à sécuriser les productions animales en vue de contribuer à satisfaire les populations. Aujourd'hui, avec le front agricole qui se développe, avec les villes également qui sont en train de se développer, les éleveurs rencontrent des difficultés. Des difficultés parce que souvent, c'est des terres qui leur appartenaient, c'est des terres qu'ils utilisaient pour faire paître leurs troupeaux. Aujourd'hui, ils ont des difficultés parce que ces terres sont aujourd'hui occupées par d'autres travailleurs. Toutes ces questions-là, nous les avons pris en compte. Le secteur de l'élevage constitue au Sénégal un maillon essentiel de l'économie à travers la fourniture en viande et autres dérivés. Selon le ministre Aminata Mbengue Ndiaye, le cheptel sénégalais est estimé à 800 milliards de nos francs. Le code pastoral, au final, devrait être une solution durable pour une gestion rationnelle du secteur de l'élevage. Acte 3 de la décentralisation, la caravane de sensibilisation poursuit sa campagne de vulgarisation de la réforme. Retour sur les temps forts des étapes de Podor, Dioum et Aïrelao, Mama Moussagnan. C'est d'abord Aïrelao qui accueille la caravane. Sous la tente, autorités administratives, municipales et religieuses sont venues partager avec les populations cette volonté du président de la République qui veut mettre en place des territoires viables, compétitifs, porteurs de développement durable. Nous sommes partants, nous sommes prêts à aller avec le président et sa réforme de l'acte 3 de la décentralisation. C'est venu juste à son honneur. Cap sur Dioum, la caravane fait escale dans une commune en pleine expansion qui a vraiment besoin d'un nouveau souffle. L'acte 3 vient apporter son concours. Et cette caravane de sensibilisation vient à point nommé et ça nous permettra, même au-delà des locales prochaines, de continuer la réflexion pour approfondir cette décentralisation. Donc nous appuyons ça fortement. Sur les berges du fleuve Sénégal, nous sommes sur la frontière sénégalo-mauritanienne à Podor. L'agriculture, la pêche, l'élevage sont les principales activités de cette localité. Le commerce transfrontalier se développe au marché central où l'acte 3 s'est invité. Au lycée de Podor, les élèves ont bien compris la leçon. Avec l'acte 3 de la décentralisation, que devient le département? Le département sera érigé en collectivité locale. Sous vos applaudissements. Le forum de Podor a répondu aux attentes des caravaniers, plus de 3 tours d'horloge, des dizaines d'intervenants. Cette réforme est tellement importante qu'il nous faut prendre tout le temps nécessaire pour réfléchir et poser les pieds là où il le faut. Satisfaction, c'est la note décernée au département de Podor après le passage de la caravane. Je voudrais, au nom de Maître El Hadj Oumar Youm, ministre de l'aménagement du territoire et des collectivités locales,
vous remercier et vous féliciter pour la belle mobilisation. Toujours sur l'axe nord, la caravane se dirige vers d'autres destinations. Les assises de l'éducation, on en parle. Le comité de pilotage a organisé ce matin une rencontre avec les patrons de presse. Objectif, définir les conditions et modalités pour mieux prévenir et réguler les conflits qui affectent la stabilité et les performances du système éducatif. Louise Bitza. Les hommes des médias à la rescousse de l'éducation et de la formation, le système éducatif continue de subir des perturbations liées à des grèves cycliques. Pour amener les citoyens à mieux s'imprégner des problèmes de l'éducation, les patrons de presse ont été conviés à un échange d'idées. Le comité de pilotage va ainsi nouer un partenariat avec la presse. Ce petit déjeuner de presse a vraiment pour objectif d'entrer en dialogue avec les acteurs des médias, parce que ce sont les médias, parce qu'ils diffusent l'information, parce qu'ils participent à la formation de l'opinion publique, parce qu'ils permettent justement de favoriser le débat entre différents acteurs. Pour procéder à la refonte du système éducatif, les médias sont tous interpellés. Il s'agit de définir une stratégie globale de prise en charge locale de la politique de l'éducation. Pour nous, plus nous recevons d'informations, mieux c'est. Parce que c'est un sujet aussi multidimensionnel, c'est un sujet parfois très difficile à traiter. Donc nous attendons des assises, qu'il en ressorte que des ressources sont mises à la disposition des médias pour qu'ils soient à même de traiter convenablement ce sujet. Les assises de l'éducation appellent à un diagnostic sans complaisance pour un système robuste et consensuel. Nous sommes d'accord pour travailler ensemble, pour renforcer les capacités des journalistes, pour qu'ils parlent mieux de l'éducation et qu'ils puissent poser les questions pertinentes au niveau des populations. On a noté que l'école était relativement fermée. On va veiller à l'ouverture de l'école parce que nous devons aussi informer les populations. Donner plus de place à l'éducation au niveau des médias, une responsabilité collective. À travers une projection de vidéos, le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, a appelé à repenser le système éducatif. Louise Bitza, coup de projecteur sur la ville de Rufisque. Rufisque, une ville historique sur le plan social, économique et culturel. Ancienne ville coloniale, Rufisque était considérée comme la capitale économique. Une époque glorieuse qui contraste visiblement avec sa situation actuelle. Une mutation racontée par ses fils à travers cette présentation de la vieille cité signée Youssou Kaba. Rufisque, ancienne ville coloniale, carrefour et passage obligé pour se rendre à Dakar. Citée parmi les 4 communes détentrices de la citoyenneté française de l'époque, la vieille ville était considérée comme la capitale économique du Sénégal colonial. Les activités socio-économiques étaient entretenues par un port de commerce, une industrie basée autour de la transformation de l'arachide, des maisons de commerce pour ne citer que celle-là. À l'époque, avec 40 000 habitants contre un peu plus de 300 000 en 2014, tout le monde avait accès presque à un emploi. Eh bien, il suffisait d'avoir le CEP, le niveau du CEP pour trouver du travail dans les maisons de commerce, comme pointeur, comme comptable ou aide comptable, comme commis, etc. C'est donc une ville à visage humain, à hauteur humaine, une ville où les gens se connaissaient, de Tchoulen à Djokoul, et où les pères de famille étaient des gens respectables et respectés. Une ville historique qui a vu naître beaucoup d'élites de la classe politique et intellectuelle du Sénégal, parmi lesquels Galandou Diouf, Ousmane Socé Diop, Maurice Gueye, pour ne citer que cela. Ce dernier, ancien maire premier à battre le record de longévité à la tête de la commune avec 15 ans d'activité, était considéré comme une référence, une icône ici dans cette ville de Rufisque. Il a été maire de 1945 à 1960, donc 15 ans. Il a battu le record en fait. Le record que moi-même, il avait battu le record ancien. Le record que après j'ai battu. Maurice Gueye était une icône à Rufisque. Tant par le fait qu'il était catholique dans un milieu musulman, le fait aussi qu'il avait su gérer tout le monde et il avait réussi donc à la fois avoir les Lébous, les autochtones comme on les disait, comme on les appelait plutôt, et il avait réussi à être un maire consensuel. C'était l'époque glorieuse à Rufisque, mais
Depuis, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. La vieille ville s'est progressivement transformée, désintégrée sous la furie des vagues, des eaux usées, des ordures ménagères, de l'encombrement et de la pollution atmosphérique. Et l'âge Maguette Gueye Sidia, du haut de ses 92 ans, nostalgique, se souvient encore de cette belle époque. La maison dans laquelle je suis né en 1922 se trouve présentement dans l'océan. On peut y pêcher beaucoup de poissons. C'était la belle époque. Rufisque faisait office de capitale économique. Les plus grandes entreprises étaient implantées ici. Par exemple, la Sococim, Petersen, Bata, Cefaou, Val d'Afrique, pour ne citer que celle-là. Khadika, natif de Rufisque après 2 décennies d'absence du Sénégal, déplore également les mutations observées à son retour dans sa chère ville. La vie était plus belle, plus agréable avant mon départ. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, certes, mais on vivait bien, dans un cadre approprié. Maintenant, tout est cher et Rufisque n'a pas changé. C'est ce constat-là que j'ai fait à mon retour, sinon la ville s'est délabrée. Rufisque, une ville chargée d'histoire, une référence à l'époque sur le plan économique et social, a connu beaucoup de changements. Des équipes se sont succédées à la tête de la commune, mais aujourd'hui la situation va de mal en pis. Aucune initiative concrète pour redorer le blason, sinon que de constater les dégâts comme tout le monde. Sokaba, Rufisque fait partie de ces villes sénégalaises au riche passé colonial. La ville était surnommée Rio Fresco, la rive fraîche, tellement il faisait bon vivre dans cette commune de l'Afrique occidentale française. Aujourd'hui, la situation est tout autre. Origine, responsabilité, solution, c'est dans ce reportage de Aïda Mamadou Diop. Rufisque, une des 4 premières communes du Sénégal, c'était au temps de l'AOF. La ville est aujourd'hui confrontée à une insalubrité chronique qui a fini de la défigurer. Les ordures disputent l'espace avec les eaux stagnantes. Les canaux à ciel ouvert viennent assombrir le décor. De ce terreau fertile pour mouches et moustiques se dégage une odeur nauséabonde, un cocktail explosif qui a fini d'installer une inquiétude chez les populations. J'habite juste en face du canal, mais c'est le comble. Que ce soit en saison sèche ou pendant la saison des pluies, les mouches et les moustiques nous envahissent. Nos enfants viennent jouer jusque dans le canal avec tous les risques que cela implique. Vraiment, c'est désolant. Depuis mon enfance, je n'ai pas souvenir de voir Rufisque propre. Mes parents m'ont raconté qu'il y a eu des initiatives de nettoiement dans le temps, mais en vain. Nous vivons actuellement le pire à cause de notre proximité avec le canal, où gisent des tas d'ordures. Les moustiques nous fatiguent, l'odeur nauséabonde, je n'en parle même pas. On tombe tout le temps malade. Tout ce qui est ordure est déposé dans ces lieux. Les canaux à ciel ouvert qui traversent la ville servent à évacuer les eaux pluviales. Aujourd'hui, ils sont transformés en un véritable dépotoir d'ordures. Nous sommes à une quinzaine de mètres de la plage. Au bord de ce canal se développe une intense activité commerciale, ce qui n'arrange pas les choses. Si on étale nos marchandises ici, c'est parce qu'on n'a pas le choix. On sait que c'est à côté du canal et que c'est pas hygiénique. Mais bon, que faire? Les ordures nous dérangent, je le dis également. Chaque jour, nous payons la patente, mais les agents du nettoiement ne viennent jamais. Et d'ailleurs, on cotise de temps en temps pour nettoyer les lieux. Rufisque, ville insalubre, la population en est consciente, mais elle est impuissante face à ce problème. Rufisque, ville sale, une responsabilité partagée. C'est la municipalité qui doit engager les travaux de collecte, d'entretien et surtout d'organisation des populations pour la salubrité. Il n'y en a pas. On n'avait vu aucune poubelle devant les maisons. Les populations sont obligées de verser les ordures dans le canal. Les populations déversent des ordures, malgré les campagnes de sensibilisation et malgré les actions que régulièrement, après hivernage, post-hivernage, la mairie exécute pour curer.
De manière générale, la problématique de l'insalubrité est consubstantiellement liée à des questions d'assainissement et d'urbanisation. Pour solutionner ce problème, la mairie, en partenariat avec l'État, a entrepris des travaux pour couvrir ces canaux. Mais jusqu'ici, le chantier reste inachevé. L'État, dans la dynamique de l'assainissement et du plan directeur, a estimé devoir couvrir le canal de l'Ouest. Mais vous avez constaté que les travaux ne sont pas achevés. Et nous avons là de gros problèmes, parce que d'aucuns ont dit que c'est une bombe écologique. Mais avec des bouches de respiration, avec des stations de refoulement et d'épuration, plus le travail de curage post-hivernal et pré-hivernal que quotidiennement et annuellement la mairie fait, nous avons conscience que nous avons là un déficit à relever. Avec la réalisation de ce projet, Rufisque pourrait retrouver son lustre d'antan. Mais en attendant, la population de l'une des plus vieilles villes du Sénégal continue de vivre dans cet environnement insalubre. Rufisque fait partie des localités où il reste encore des réserves foncières assez importantes. Les promoteurs immobiliers s'intéressent de plus en plus à la vieille ville où des litiges fonciers sont souvent soulevés à Maïmounassi. Voilà près de 15 ans que ce site de 7 hectares fait l'objet de litiges. Ce terrain immatriculé TF 689 serait occupé de manière irrégulière après la répartition de l'héritage du défunt propriétaire. Les différends opposent la famille Meng aux habitants de Darou Rahman. Un problème foncier d'une rare complexité. On a déposé des plaintes par rapport aux occupants. Ils n'ont ni titre de propriété, ni rien. Et ils sont encore là. Et ils sont encore là. Et encore plus pur. Je les ai vus un jour à la télé brandir des coups, disant que si cette famille-là pose ses pieds sur le terrain, ils vont leur tuer. Moi, personnellement, je ne peux plus venir ici aisément à cause d'eux. Depuis l'an 2000, l'an 2014. Depuis 2000, nous sommes là et nous avons construit nos maisons jusqu'au rappel à Dieu de Abdoulaye Diagne. Aujourd'hui, ils viennent nous demander de quitter après avoir obtenu on ne sait où et comment des documents. Ils ont d'abord soutenu que c'était un titre foncier. Ensuite, ils ont vendu le terrain à bail en le dilapidant. Nous avons des actes de vente en bonne et due forme. Et s'ils veulent nous faire quitter, c'est peine perdue. Des tiraillements de ce genre sont très fréquents à Rufisque selon les acteurs qui travaillent dans le domaine du foncier. Une situation due en grande partie à la spéculation des intermédiaires. On peut acheter avec l'acte de vente simplement. C'est ce qui se fait d'ailleurs généralement à Dar Rahman. Mais à part Dar Rahman, tout le Rufisque 2, ça veut dire série A, série B, série C, série D, série E, série F, série G, il faut se référer dans les services de l'État, il faut se référer au domaine. Parce que suite arrivé au domaine, il y a toutes les informations nécessaires concernant la parcelle que tu veux acheter. Pour être à l'abri d'éventuels problèmes, les promoteurs immobiliers les plus avertis prennent certaines précautions. Chaque terrain a une source et c'est facile de vérifier cela au niveau des services compétents. Même si l'acte de délibération remonte à 50 ans, il existe des traces. Ensuite, vous allez au niveau de la communauté rurale avant de faire la mutation. Une manière de voir si le document est valable ou non. Rufisque, une ville en constante expansion. Ici, la spéculation foncière a atteint des sommets. Une situation qui inquiète ses habitants comme ceux de Darou Rahman. Menacés de déguerpissement, ils prient pour le règlement du différend qui les oppose à la famille Meng. Nous restons à Rufisque, mais cette fois-ci pour parler sport, football exactement, une discipline en perte de vitesse dans cette ville avec des résultats en dents de scie. Aujourd'hui, le football rufisquois peine à s'imposer au plan national. Suivons le reportage de Ibrahim Mboup. Yakar de Rufisque, un club, une histoire, une chute libre en l'espace de quelques années. En 2009, l'équipe était en Ligue 1 et jouait les 16e de finale de la Coupe de la CAF. 5 ans après, Yakar est en National 1, l'équivalent de la 3e division. Une régression effarante.
C'est une chose difficile à expliquer, c'est écœurant, c'est désolant pour un club comme Yakar. Dans l'équipe de Yakar évolue le fils de l'ancien international sénégalais Thierno Youm. Pape Moussa joue au poste d'attaquant et veut marcher sur les traces d'un père talentueux. Mais difficile est encore le chemin avec Yakar. Malheureusement, on a des matchs nuls, mais nous n'avons pas encore de victoire. L'équipe a manqué de motivation. Aujourd'hui, la ville de Rufisque a un seul représentant dans le football professionnel, le Teungueth FC, pensionnaire de la Ligue 2, mais dans une posture inconfortable. Ça sera extrêmement difficile compte tenu de l'enjeu et du nombre de matchs que les gens jouent. Mais je pense que ça va dans nos cordes. Si on lutte, on peut sortir de cette position. La deuxième moitié de saison, on va bien se remettre. On est en train de travailler pour essayer de rattraper le premier. Le véritable problème du football rufisquois, c'est l'émiettement des forces. D'autres équipes à l'image de Médiour, Sporting Club et Rufisque Football Club compétissent en 3e division. Trop de clubs sans grands moyens. Le fait d'avoir beaucoup de clubs dans une ville comme Rufisque ne saurait en aucune manière contribuer à faire éclore le football de cette même ville. La meilleure solution, au moment où je vous parle, c'est de rassembler les forces, de réunir tous les acteurs du football autour d'un ou de deux grands clubs forts, parce qu'il y a les potentialités en termes humains, mais ce qui reste, c'est l'aspect financier. En attendant l'union sacrée autour d'un club fort à Rufisque, les footballeurs locaux continuent de jouer les seconds rôles sur l'échiquier footballistique national. Une autre série de reportages sur Rufisque, ce sera dans notre édition de demain. Nous en venons à notre reportage du jour. Des marchands ambulants de tissus, on en trouve à chaque coin de rue. Leur business qui semble intéresser les femmes, sauf qu'elles sont servies donc à domicile. À la découverte de ces commerçants avec Aïda Mamadou Diop. On les voit dans chaque coin de rue. Ils font du porte-à-porte pour écouler leurs marchandises. Talibé Cheikh et Mohamed, deux marchands issus du même village. Ils partagent la même passion, la vente de tissus. Une activité qu'ils ont commencé depuis leur tendre enfance. Pour eux, coins et recoins de la capitale ne sont plus un secret. Un travail difficile certes, mais qui leur permet de joindre les deux bouts. Si on fait ce travail, c'est juste pour encourager les autres jeunes. Tout travail peut nourrir son homme. L'essentiel, c'est d'avoir de quoi payer son logement et de quoi se nourrir. Faire un tel travail, c'est mieux que d'agresser ou de voler. On pouvait faire n'importe quel travail, mais nous, on a choisi ce métier et on gagne bien notre vie. La marchandise Talibé Cheikh et Mohamed l'ont obtenue par l'entremise d'un frère vivant à l'étranger. Chaque mois, ils reçoivent des ballots contenant toutes sortes de tissus, vendus à 1000 francs le mètre. Un prix jugé abordable et qui attire la clientèle. C'est eux qui me vendent du tissu, le prix est abordable et les tissus sont beaux et rares. Même le tissu que je porte, c'est eux qui me l'ont vendu. Avec le mètre à 1000 francs, tu arrives à avoir beaucoup de vêtements. En plus, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Ils viennent et tu choisis. C'est très avantageux et ça nous aide beaucoup. Tu peux porter ces tissus pour aller à n'importe quelle cérémonie, car ils ont de la valeur. Des marchands ambulants de tissus comme eux, on en voit presque dans tous les quartiers. Ces derniers ne souhaitent qu'une chose, avoir leur propre magasin. Mais en attendant que ce rêve se réalise, ils continuent de faire le porte-à-porte. Nous parlons politique. L'APR qui élargit ses bases. Le réseau des amis de Pape Mayel Diop a tenu ce week-end un grand meeting pour renforcer le parti du président Macky Sall. Pape Mayel Diop, le directeur général des aéroports du Sénégal, signe ainsi sa rentrée politique. Maman Moussagna. Un contre un neuf. Les sportifs ont fait place cet après-midi aux politiciens au stade Iba Mar Diop. L'espace s'est révélé trop petit pour l'occasion. Tout Dakar s'y est donné rendez-vous. Voici l'initiateur de la rencontre politique,
Pape Mayel Diop, le directeur général des aéroports du Sénégal. Il signe sa rentrée politique au sein de l'APR. Bon combat aujourd'hui, c'est d'être avec le président Macky Sall. Je vous le demande solennellement. Il a tenu à envoyer le ministre Morgom, qui est un ami, un frère. Ce matin, j'ai reçu un coup de fil de Alassane Sall, que je remercie au passage. Le 25 décembre 2012, j'étais à Tuampel. Et pourtant, ce n'est pas ma localité. J'ai commencé à me battre pour ce deuxième mandat le jour où il a fait sa passation. Il ne me doit absolument rien. L'engagement, c'est moi qui l'avais pris en présidence du Morgom. Mayel Diop et ses amis s'engagent aux côtés du président de la République Macky Sall pour de nouvelles victoires après celle de 2012. L'appel est lancé pour le début d'une campagne nationale. Je compte sur mes amis sportifs, je compte sur la population de Dakar, je compte sur mes parents de Saint-Louis. Et je vais dire au président, monsieur le ministre, qu'il gagnera Saint-Louis. Je suis de Saint-Louis, j'ai meublé Saint-Louis. J'irai à Tamba, j'irai à Kolda, j'irai à Bakel, j'irai à Bignona pour le réseau des amis de Mayel, pour la réaction du président Macky Sall. La mobilisation a été marquée par la présence de représentants de partis alliés, des autorités coutumières de Dakar et de nombreux sportifs. Après le passage au numérique et ce qu'on aura encore besoin, est-ce qu'on aura encore besoin des fréquences actuelles? L'Union africaine des radiodiffuseurs ouvre la réflexion sur la préservation du spectre de diffusion et de ce qu'on va en faire. L'UAR est en atelier de 2 jours à Dakar sur ce thème. Compte rendu à Onyaï. Le passage au numérique arrive à pas de géant et les radiodiffuseurs africains ne veulent pas rater cette transition et au-delà, ils veulent préserver le spectre de radiodiffusion, c'est-à-dire les fréquences déjà existantes. On aura besoin de beaucoup plus de bandes demain quand, par exemple, la RTS passera avec N chaîne donc de la télévision SD à la HD. Si nous ne faisons pas attention, cette bande de 224 mégas ne suffira plus pour faire la télévision. Mais ces participants venant de 40 pays membres de l'UAR n'ont pas la même lecture. Certains spécialistes sont convaincus que l'avenir réside dans le tout numérique. Il faudrait qu'on protège la bande UHF pour les radiodiffuseurs. Cette bande ne peut pas être prise entièrement et donnée aux télécoms. Nous avons besoin de cette bande, nous, radiodiffuseurs. Ce dividende numérique, nous n'y pourrons absolument rien, va être transformé en Internet à large bande, c'est-à-dire à très haut débit. L'Internet à très haut débit pourra transporter aussi la télévision. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que nous disions que la télévision va continuer à fonctionner sur le mode hertzien avec une petite antenne sur le toit pour recevoir des images et du son. Il utilisera l'Internet haut débit comme tout le monde et sa télé sera connectée, entièrement connectée, c'est-à-dire le multimédia va passer par là. Aujourd'hui, vous savez qu'avec le développement technologique, nous parlons de dividende numérique. Sur le dividende numérique, les bandes de fréquences allouées à la radio-télévision diminuent et aujourd'hui, nous sommes dans une situation de contrainte extrêmement importante puisque, disons-le clairement, la radiodiffusion de services publics dans son présent et dans son futur, et je parle bien de radiodiffusion de services publics, sont extrêmement menacés. Il est donc nécessaire pour l'Union africaine de radiodiffusion de proposer des pistes de réflexion pour protéger l'intérêt du téléspectateur et du radio, qu'il soit radio ou télévision, africain. Nous avons aussi des projets extrêmement concrets. Nous avons notamment le projet du MENOS, et je m'adresse à la RTS puisque vous avez été les premiers, chez qui nous avons installé une station qui vous a permis d'abord de retransmettre des matchs, qui vous a permis de couvrir des visites à l'étranger, de couvrir la Chine. Donc le MENOS, qui est le Multimedia Exchange Network over Satellite. Cet atelier va permettre de confronter les différentes positions et autres propositions durant 2 jours afin d'obtenir les positions les plus harmonieuses pour l'UAR. L'Union africaine de radiodiffusion compte ainsi poser le débat de fond afin de réussir véritablement cette transition vers le tout numérique à partir de 2015. Reportage signé Ourey Cham. L'actualité sur l'international, elle va nous mener en Malaisie
où les recherches sur la disparition du Boeing 777 se poursuivent toujours en Colombie et au Brésil pour parler politique et sport, mais d'abord en Ukraine, où l'heure est aux préparatifs du référendum devant permettre le rattachement de Crimée à Moscou. À une semaine du référendum sur le rattachement de la Crimée à Moscou, nouvelle démonstration de force des manifestants pro-russes. À Donetsk, dans l'est russophone de l'Ukraine, près de 10 000 personnes se sont rassemblées dimanche sur la place Lénine pour plébisciter cette consultation dénoncée par les autorités pro-européennes de Kiev. Dans le même temps, à Lugansk, autre grande ville de l'Est ukrainien, des manifestants pro-russes ont occupé le siège de l'administration régionale et demandé au gouverneur de démissionner. Les recherches au point mort après la disparition dans la nuit de vendredi à samedi d'un Boeing de la Malaysia Airlines. L'aviation vietnamienne a repéré dimanche au large de l'île de Thoshu deux objets qui pourraient provenir de l'appareil qui transportait 227 passagers. Quant aux deux traînées de carburant qui avaient été observées près de cette île, elles seraient sans rapport avec le Boeing 777, disparu des écrans radars une heure après son décollage. La Malaisie a ouvert une enquête pour terrorisme après avoir découvert qu'au moins 2 passagers voyageaient avec des passeports volés. Les législatives en Colombie, le scrutin n'a pas apporté au président Juan Manuel Santos un franc soutien aux négociations de paix ouvertes depuis 16 mois entre la guérilla des FARC et le gouvernement. Au Sénat, la coalition gouvernementale de centre-droit conserve une majorité relative, mais elle devra compter avec la percée de la liste de l'ancien président Uribe, farouche détracteur du processus de paix. La majorité présidentielle remporte en revanche une nette victoire à la Chambre des représentants qui correspond aux régions. L'Arena da Amazonia, inaugurée dimanche, située au cœur de la forêt amazonienne dans la région de Manaus, c'est le 8e stade achevé sur les 12 sites du mondial qui débute en juin. 3 ouvriers ont trouvé la mort au cours des 4 années de travaux pour bâtir ce stade d'une capacité de 44 000 personnes. 4 stades ne sont pas encore totalement prêts pour le mondial, dont celui de Sao Paulo qui doit accueillir le premier match. L'Association des loteries d'Afrique en conclave à Dakar, c'est pour les besoins du 16e congrès de l'association. Cette rencontre sera l'occasion de réfléchir sur les perspectives de l'organe. Écoutons à ce propos Nestor Tissambo, il est au micro de Hamidou Diop. Aujourd'hui, par rapport aux perspectives, ce que nous allons voir à ce congrès, vous allez suivre les thèmes qui seront développés. Et à partir de ce thème, vous saurez exactement quelles sont les décisions que nous allons prendre. En assemblée générale, nous allons définir, effectivement, pendant le congrès bien sûr, mais en assemblée générale, on aura déjà une vision sur les perspectives. D'abord, c'est l'union. C'est d'abord d'unir toutes les sociétés de loterie des pays membres de notre association. N'est-ce pas, de réfléchir largement sur le développement des actions à mener au sein de l'association. Et ensuite, de participer aux séminaires organisés par la WLA, parce que ces séminaires, à partir de ces séminaires, nous découvrons ce qu'on appelle la grande intelligence de l'activité sur les loteries, ou disons soit les PMU, pour ceux qui travaillent sur les paris mutuels. Pour parler justement du 16e congrès de l'Association des loteries d'Afrique, nous recevons sur ce plateau le directeur général de la Loterie nationale sénégalaise, M. Amadou Samba Kane. Bonsoir M. Kane. Bonsoir madame. Voilà, donc vous préparez le 16e congrès de l'Association des loteries d'Afrique, donc une 50aine de pays, organisations partenaires, 200 participants. Pouvez-vous revenir un peu sur le programme de cette rencontre? Je vous remercie madame. Comme vous venez de le dire, c'est le 16e congrès de l'Association des loteries d'Afrique. Nous avons donc été choisis par le comité exécutif pour organiser ce congrès. C'est la 3e fois que le Sénégal a été honoré pour organiser ce congrès. Cette année, la particularité de ce congrès, c'est que nous recevons beaucoup de monde. Notre organisation était un petit peu en état léthargique. Alors, nous voulons maintenant intéresser tout le monde
le noyau dur qui était constitué par 8 pays. Maintenant, nous avons parmi lesquels le Sénégal, naturellement, et nous avons invité beaucoup de pays. On en a reçu une quarantaine. J'espère que tous les pays africains vont adhérer. Nous avons déjà des sympathisants. Donc, même ont adhéré avant même de venir, de par les correspondances qu'ils nous ont envoyées. Nous avons également noté la participation de la WLA que nous saluons. La WLA, c'est la World Lottery Association, dont le président est là. Nos partenaires également, tels que PMI France, le PDG de PMI France sera là ce soir avec nous. Donc, les partenaires également, tels que PMC, d'autres spécialistes dans les industries de loterie sont présents au Sénégal. Quelles sont les décisions attendues? Alors, les décisions attendues, c'est que nous voulons que dorénavant nos sociétés soient gérées selon les normes internationales, au même titre que les associations comme la WLA. Généralement, les loteries ont une mauvaise réputation. C'est ça que nous voulons redresser. Nous voulons que les loteries soient gérées d'une manière transparente comme toutes les autres sociétés. À ce titre, nous souhaitons que nos membres soient certifiés. Certifiés ISO 9001, c'est le cas du Sénégal, version 9000, ISO version 9001, version 2008. Nous avons également le Maroc qui est certifié jeu responsable, qui est certifié également ISO 27001, qui est certifié également pour la sécurité. Donc nous voulons que toutes nos sociétés soient gérées de cette façon-là pour que toutes aient la même certification. En tout cas, c'est le vœu que nous voulons. D'ici 2 ans, en tout cas, nous souhaitons que toutes les sociétés soient donc certifiées ISO 9001, ISO 27001 et sécurité, jeu responsable. Okay. Quelle est la particularité de cette rencontre, M. Kane? Bon, la particularité, comme je vous dis, c'est justement le nombre de participants. Nous voulons redynamiser cette association qui était un peu à léthargie et nous avons noté une participation massive de pratiquement toutes les loteries du continent et nous sommes aidés également par la WLA et donc nous nous félicitons donc de l'arrivée massive donc de toutes ces loteries. La particularité, donc, c'est un peu ça, c'est une première de recevoir autant de monde, autant de sociétés de loterie dans un pays. Et le Sénégal a été honoré également d'avoir été choisi pour abriter ce congrès. Parlons de la Loterie nationale sénégalaise pour terminer. Est-ce que votre boîte est en bonne santé? Oui, je dirais qu'elle est en très bonne santé actuellement. Les clignotants sont ouverts maintenant. Nous voyons le bout du tunnel. Nous avons connu quelques difficultés, disons, passagères à un moment donné. Mais Dieu merci, nous avons pu quand même redresser la barre. Et là, je peux dire que la LONA se porte bien. Les bénéfices à la nation, ça reste votre credo? C'est toujours notre credo, la fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation. Et on les distribue, soyez-en sûrs, au niveau des actions sociales, l'éducation, la santé, c'est notre credo. Très bien. Je vous remercie. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le directeur général de la Loterie nationale sénégalaise, M. Amadou Samba Kane. Il venait nous parler du 16e congrès de l'Association des loteries d'Afrique qui se tient donc dans la capitale sénégalaise. Merci M. Kane d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. La suite de l'actualité, démarrage de la campagne médiatique du FESDAC, c'est le Festival des Arts de Casamance et la Foire économique internationale qui se prépare donc à accueillir la région. Cet événement donc organisé par l'entente Casamance, entendez par là les 3 régions du Sud, vise à démontrer le potentiel de la zone. Bachirba. C'est un grand événement que Ziguinchor s'apprête à abriter, le Festival des Arts de Casamance et la Foire économique internationale. Un projet qui compte faire le marketing de la Casamance pour promouvoir la destination. Initié par Entente Casamance, il s'ouvre à tous. L'Entente Casamance invite tous les partenaires au développement, tous les projets et programmes intervenant en Casamance, les acteurs nationaux du développement, les Casamancés de la diaspora, bref, tous les amis de la Casamance à soutenir le FESDAC FEI. Plus de 2500 acteurs culturels et quelques 200 exposants sont attendus.
La zone sera l'espace d'une semaine l'attraction sur le plan économique, culturel et social. Selon les organisateurs, une Casamance intégrée est politiquement plus appropriée et économiquement plus viable. C'est en cela que nous saluons à sa juste valeur la décision historique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de faire de notre région la zone test de la politique de territorialisation du développement. Cette vision novatrice, révolutionnaire, cadre parfaitement avec celle de l'entente Casamance. Après Ziguinchor, ce sera Kolda ou Sédhiou en 2015, événement annuel. Le FESDAC FEI cherche à créer des conditions d'une relance économique et sociale de la localité. Parlons sport, football, 5e journée du championnat de basket plus exactement, 5e journée du championnat de basket chez les hommes. L'affiche opposait donc l'UGB à l'AS Douane, un choc qui a tenu toutes ses promesses. Victoire in extremis de l'UGB, résumé de cette journée et tour d'horizon des autres affiches du week-end avec Seydina Alinjigo. Un tir primé de Mohamed Diop, synonyme de succession le film des hommes de Chersar. À la clé, une avance d'un point, 65-66. AS Douane et UGB, le choc opposant les deux seules équipes invaincues du championnat, tient toutes ses promesses. Ça s'est croisé tout au long de la partie. 12-16 en faveur de l'UGB à la fin du premier quart. L'écart se resserre et est renversé par les protégés de Tafagaï. Ils mènent 32-30 à la mi-temps. Le rythme est maintenu 47-47 à la fin du troisième quart-temps. Birahim Gaï paye de sa personne, il marque 17 points qui auraient pu peser lourd sur la balance d'une victoire quasi acquise à 4 secondes de la fin. C'était avant que Mohamed Diop n'inscrive le panier assassin. Victoire de l'UGB, 65-66. Ce que je retiens, c'est que le basket sénégalais a besoin de matchs comme ça pour un peu élever le niveau de nos joueurs, de nos entraîneurs, le plus reviennent. Je suis très satisfait de la réaction de mes joueurs. En tout cas, ça a été un bon match et tout le monde y gagne, même si nous avons perdu, nous sommes très contents d'avoir fait un bon match. On nous a dominé à l'intérieur de la raquette, on a eu des problèmes avec les 5 fautes de nos pivots. Il fallait négocier ce match et essayer de résoudre certaines équations qu'on nous a posées. Dans les autres affiches, Asfa est défaite par Gorée 71-68. À noter également la victoire du champion en titre. Le Duc l'emporte sur Ancien Basket Club 57-55. Les hommes de Parfait Adjivon renouent avec la victoire. Chez les dames, les favorites répondent présents, notamment l'AS Bob qui signe sa deuxième victoire de la saison. Match épique entre Duc et UGB. Les protégés de Maurice Fall l'emportent à la suite de 2 séances de prolongation. Victoire 67-65. Édition 2014 de la randonnée pédestre de l'Association des anciens enfants de troupe du Prytanée militaire de Saint-Louis. Cette année, le thème retenu est hommage aux femmes, une randonnée qui s'est tenue au lendemain de la célébration de la Journée internationale de la femme. Notre reporter Moussa Mané y a participé. Voici son reportage. Ils sont venus de tous les coins de Dakar et de certaines régions du Sénégal pour participer à cette randonnée pédestre édition 2014. Juste quelques minutes d'étirement et les anciens enfants de troupe, accompagnés de leurs femmes, enfants et sympathisants, prennent la direction de la Corniche Ouest. Au-delà de l'effort physique, c'est aussi un moment de retrouvailles entre camarades de même promotion dont les chemins se sont séparés à la sortie du Prytanée militaire Charles Thiororé. Après 1 heure de marche, ils atteignent la place du souvenir, un endroit symbolique à plus d'un titre. C'est une journée de souvenir, une journée de remémoration de tout ce qu'on a vécu ensemble il y a quelques années de cela. Souvenir parce que cette randonnée m'a rappelé les petites foulées d'il y a 40 ans quand on faisait notre décassage sur les pistes de Bango. Et donc c'est un moment de joie et d'allégresse. Tout le monde est venu, c'était une participation de qualité et nous avons pu rendre hommage comme nous l'avons souhaité. Nous nous sommes aussi rencontrés, nous avons eu un souvenir, certains qui étaient avec nous, quelques anciens qui malheureusement ne sont plus de ce monde. Cette randonnée pédestre est organisée au lendemain de la célébration de la Journée internationale de la femme. À cet effet, les anciens enfants de troupe ont une pensée à l'endroit de la gente féminine. Oui, honneur aux femmes qui nous ont d'abord mis au monde et qui nous ont permis donc d'avoir
l'opportunité d'avoir une éducation qui nous a conduit dans cette école qui est le Prytanée militaire de Saint-Louis. Et il est heureux qu'aujourd'hui ce soit les anciens enfants de troupe qui renouent avec cette tradition, cette randonnée pédestre annuelle qui est organisée. On a eu beaucoup de femmes, énormément de femmes qui ont participé à cette randonnée. Nous avons eu aussi beaucoup d'autorités. L'édition 2014 de la randonnée pédestre des anciens enfants de troupe s'est terminée par une note positive. Les organisateurs donnent rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. En plus bref, la deuxième et dernière phase qualificative pour les championnats du monde prévus au mois de juillet prochain à Aix-les-Bains en France s'est déroulée le week-end dans les locaux de l'hôtel de ville de la capitale du Nord. Cette manifestation a vu la participation de 83 scrabbleurs venus de toutes les ligues. Au finish, Ndoye de Pout termine à la première place et devient champion du Sénégal toute catégorie. Je vous le rappelle, le magazine des sports du journal télévisé reçoit ce lundi le ministre des Sports et de la vie associative, Mbagnick Ndiaye, émission que vous pourrez suivre tout à l'heure après cette édition. Une note triste dans cette édition donc, avant de la boucler, l'ancien international sénégalais de football Yérim Diagne est décédé ce lundi à Dakar à l'âge de 71 ans. L'homme était un arrière droit qui a porté le maillot des Lions de 1963 à 1970. La levée du corps aura lieu ce mardi à 15h à la mosquée Djeko de la Médina. Que la terre lui soit légère. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir.